Vous allez faire le travail. Ah, ok, c'est vrai ici. Donc, on fait quoi? Tu connectes ton logiciel ici? Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Ok, d'accord. D'accord, donc c'est bon. Mais tu peux le laisser là-bas, je peux me déplacer. Hein. Ok. Donc, le support est là. Ils sont connectés ici aussi? Ils sont D'accord. déjà. Ok. D'accord, donc c'est Sinon, bon. il y a deux qui sont. Ok, c'est bon. Tu lances l'enregistrement aussi. C'est lancé aussi. Ok. Du coup, ici, hein. Je l'ai enregistré. D'accord. Ok. Bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collaborateurs et chères collaboratrices. Pour ceux qui sont connectés et pour ceux qui ne sont pas connectés. Donc, bonsoir tout le monde. Je rappelle que le sera donc enregistré pour ceux qui nous prennent en marche ou pour ceux qui vont se connecter un peu plus tard. Vous pouvez donc tranquillement vous connecter sur la plateforme et puis télécharger l'enregistrement pour pouvoir suivre le cours. Si vous aviez des soucis, alors vous vous adressez au secrétariat général de Global Numeric University. Ils vont pouvoir vous guider et vous mettre en lien avec le cours. Bien. Donc, pour ce soir, le module que nous allons partager, il s'agit de, comme vous le verrez maintenant, le cours. Je rappelle que le cours, ce soir ou demain, on va mettre le cours à la disposition du secrétariat général de l'université qui va pouvoir donc vous partager le cours, non seulement sur votre plateforme de communication, mais via aussi vos emails. Donc, il s'agit de la norme 19011 qui porte sur l'audit. Bien, il s'agit d'une norme. Donc, on ne va pas tout de suite commencer par parler de la 19011 version 2018, mais plutôt, on va faire une généralité sur l'ensemble de toutes les familles des normes. Et si vous ne percevez pas bien ce que j'ai dit, alors en ce moment-là, vous nous contactez. Si l'écran n'est pas partagé, alors vous contactez tout de suite le secrétariat général de l'université qui va pouvoir partager l'écran avec vous. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on va articuler. Bien, maintenant, l'autre chose, la norme version papier, je l'ai aussi. J'ai la forme anglaise et j'ai la forme aussi française. Donc, ceux qui ont déjà aussi ces différentes versions, alors vous pouvez partager ça sur votre plateforme pour que tout le monde ait accès, tout le monde ait la norme. En ce moment-là, on va pouvoir facilement commenter, expliquer les parties ou certaines parties de la norme. Maintenant, si vous ne l'aviez pas, en plus du cours qui sera donc envoyé, je vais aussi à la fin de la formation vous envoyer aussi les différentes formes ou les différentes versions de normes que j'ai relativement à la norme 19011 version 2018. Maintenant, voici en gros comment est-ce qu'on va articuler le cours. Le cours, on va faire donc une généralité sur toutes les familles des normes. On va parler de la norme. Pourquoi utiliser une norme? Pourquoi on s'intéresse à la norme? Et puis, quelles sont les différentes familles de normes? Quels sont les avantages des normes? Donc, tout ça, on va voir ça dans la généralité. Quand on a vu cela, alors le chapitre 2, comme vous le voyez, va porter donc sur notre étude à proprement dite, donc va porter sur la norme ISO 19011 version 2017. Mais bon, on va dire même que pour la séance d'aujourd'hui, normalement, on fera la généralité sur toutes les normes. Si le temps nous suffit, alors on va commencer par, on va introduire la norme 19011 version 2018 et puis bon, aborder déjà quelques approches définitionnelles, c'est-à-dire quelques thèmes de définition. Pour ceux qui ont déjà vu les normes, vous voyez que dans toutes les normes, il y a toute une panoplie où il y a un ensemble de mots techniques que les gens donc emploient ou bien les gens définissent. Dans toutes les normes, c'est comme ça. J'ai même pas forcément les normes même, mais dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs d'activité, il y a des mots, il y a des expressions, il y a un langage qui est propre au domaine. C'est comme ça. Si tu arrives dans l'élevage, ils ont leur langage. Tu arrives en médecine,
ils ont leur langage. Tu arrives en pharmacie, ils ont leur langage. Tu arrives en microbiologie, ils ont leur langage. Donc, c'est comme ça. Et c'est pour cela qu'il est important de définir un certain nombre de terminologies, si vous voulez, avant donc de rentrer dans les applications, de rentrer dans les avantages de la norme en question. Bien, maintenant, c'est vrai que on a eu un petit souci technique au début, donc on a perdu quand même quelques minutes, mais il faudra dire que moi, je suis docteur Beignet. Je suis docteur Beignet, je suis maître assistant à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et je suis aussi chercheur associé à l'Institut Pasteur de Cocody, au CHU d'Abidjan. Bien, maintenant, bon, s'il y en a qui me connaissent, certainement ils m'ont vu dans d'autres environnements de formation, dans d'autres universités, dans d'autres laboratoires. Bon, le Seigneur fait grâce, j'interviens dans beaucoup de laboratoires et puis dans beaucoup d'universités, que ce soit public comme privé. Sinon, je suis docteur Beignet. Bien, et je suis aussi enseignant-chercheur aussi à Global Numeric University. Bien, donc on va commencer par cette généralité sur les différentes familles de normes. Et puis ensuite, on va aborder le chapitre numéro 2 qui va porter sur la norme, notre norme en question. Donc, voici un peu comment sera donc articulé le cours. Bien. Donc, si déjà avec la présentation et le cours, on va vous donner, je vais vous donner le cours avec la table de matière, avec tous les éléments nécessaires. Donc, vous aurez le cours. Tout le monde aura le cours. Bien. Donc, si vous aviez des questions, déjà des questions relatives au cours, des questions relatives même à Global Numeric University, vous pouvez les poser. Si nous n'avions pas les réponses, alors on va déverser la question au secrétariat général qui pourra donc vous donner de plus amples informations ou des réponses beaucoup plus justes. Bien, donc il s'agit pour ceux qui nous prennent en marche de traiter un module qui porte sur l'audit qualité selon la norme ISO 19011 version 2018. Bien, donc je répète encore, il s'agit de traiter le module qui est intitulé audit qualité selon la norme ISO 19011 version 2018. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons commencer par une série de généralités. Bien, donc on fera la généralité sur toutes les normes. La généralité sur toutes les normes, sur toutes les normes. Et puis à la fin, on va donc voir les familles de normes et après ça, on va aborder notre chapitre en question. Bien, ça, ce n'est vraiment pas, pour ce qui concerne la généralité, ce n'est vraiment pas une introduction en tant que telle. C'est un questionnaire, c'est un ensemble de questions, un ensemble de préoccupations que nous tous, vous et moi, dans la vie courante, on se pose quotidiennement. Donc, bien, j'ai dit aussi que si vous ne suivez pas l'écran, alors vous pouvez communiquer avec non seulement moi, mais vous pouvez communiquer aussi avec le secrétariat général et qui va pouvoir vous mettre en lien pour que vous puissiez donc percevoir ou bien vous puissiez suivre parfaitement le cours. Donc moi, je suppose que mon écran est bien partagé et que vous voyez ce que moi aussi je vois depuis l'université Global Numeric University. Bien, donc comme je l'ai dit, ce n'est pas une introduction en tant que telle qu'on va faire, mais c'est un ensemble de préoccupations, un ensemble de questions que nous tous on se pose. Bien, donc pourquoi avoir quelques notions sur les normes? Bon, c'est ça. À vrai dire, quelle est l'importance des normes? Est-ce que les normes, on met même la norme 19011 à côté, ça dit de façon générale, toutes les normes, la 14 000, la 19 000, la 22 000, tout ce que vous connaissez comme normes là. Est-ce que c'est important, c'est nécessaire d'avoir donc une idée ou bien une notion sur les normes? Vous-même voyez. On va voir ces observations-là. Une carte bancaire, je le disais à une formation récente même, une carte bancaire est utilisée pratiquement partout dans le monde. Bon, les cartes bancaires, vous aviez des cartes, il y en a même qui ont des cartes d'autres pays, des cartes Visa d'autres pays, mais qui vivent en Côte d'Ivoire ici, ou bien qui vivent en Côte d'Ivoire,
mais il y a des gens qui vont dans d'autres nations, dans d'autres pays, avec les cartes bancaires de la Côte d'Ivoire. Et arrivé aux États-Unis, arrivé au Canada, arrivé, je ne sais pas, à Bruxelles, ils utilisent la même carte de la Côte d'Ivoire, la carte bancaire de la Côte d'Ivoire, là. Ils utilisent ça au Canada, ils utilisent ça aux États-Unis. Moi, je disais récemment que j'étais au Bénin, j'étais à Cotonou, j'utilisais la carte ici. Les mêmes banques sont représentées là-bas. Je n'ai pas de problème. Donc, vous-même, vous voyez, si jamais il y avait une restriction, on disait, mais les cartes bancaires de la Côte d'Ivoire sont uniquement utilisées en Côte d'Ivoire. Hey, vous-même, regardez le problème que ça allait causer. Ça veut dire, si tu es aux États-Unis, tu dois retourner en Côte d'Ivoire pour venir faire un retrait avant de repartir. Est-ce que c'est possible? Mais Dieu merci, les cartes bancaires sont utilisées partout dans le monde. Donc, en conclusion, sur cette observation-là, on peut dire que c'est vraiment extraordinaire. J'ai même mis en rouge, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est parce qu'il y a un langage, on va le voir tout à l'heure, il y a un langage commun entre les structures bancaires, des différentes nations, ou bien des différents pays, ou bien des différentes zones. C'est ce qui fait que la carte bancaire de la Côte d'Ivoire, on peut l'utiliser aussi bien, non seulement en Côte d'Ivoire, mais on peut l'utiliser aussi ailleurs, partout dans le monde. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation qui va montrer l'importance des normes, l'importance des règles. C'est parce qu'il y a une norme bancaire qui fait que la même carte là, elle est applicable aussi bien en Afrique que dans les autres parties du monde. Bien, une autre observation. Une voiture japonaise, australienne, chinoise, américaine ou française, moi je ne parle pas de marque de voiture, je parle des voitures des différents pays. Ça peut être la même voiture Toyota de la Côte d'Ivoire et la même voiture Toyota des États-Unis ou bien de l'Australie. Je ne suis pas en train de parler des marques. Bien, donc une voiture japonaise, australienne, chinoise, américaine ou française, tout ce que vous connaissez, a sur son tableau de bord les mêmes symboles. Il y a forcément les mêmes symboles. Il y a un symbole qui va montrer que ça, l'essence finie. Il y a un symbole qui va montrer que ça, c'est comme ça. Ça, c'est sur le tableau de bord. C'est vrai que selon la marque, les voitures, d'une voiture à une autre, bon, il y a quand même des différences. Mais le tableau de bord, c'est le tableau de bord. De cette façon, on peut conduire une voiture, on peut conduire une de ces voitures dans n'importe quel pays. C'est-à-dire, je suis aux États-Unis, ici même, on voit en Côte d'Ivoire, ici, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, on constate bien qu'il y a des voitures plaques étrangères qui roulent ici sans problème. C'est parce que là encore, il y a des règles, il y a des normes. Si on respecte ces normes, on respecte ces règles, alors il n'y a pas de problème. Tu peux rouler partout dans le monde entier avec ton véhicule de la Côte d'Ivoire. Donc là encore, on va dire que c'est vraiment extraordinaire. On dira même que c'est vraiment un soulagement. C'est vraiment un soulagement. Bien, maintenant, dernier élément. Bon, normalement, l'introduction pouvait s'arrêter là. On a compris que les règles là sont importantes. Voilà, on pouvait même arrêter là pour l'introduction. Mais vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo, une autre observation, n'importe quelle vidéo, télécharger sur le web, sur n'importe quel... Bon, nous qui avions des téléphones, nous qui avions des ordinateurs de seconde main, des téléphones de seconde main, la même vidéo ou bien le même film, toi, tu peux le regarder sur ton téléphone de 500 000. Mais nous aussi qui avions les téléphones de 8 000, de 10 000, de 12 000 là, nous aussi, nous pouvons regarder le même film là, ou bien la même vidéo que toi tu regardes sur ton ordinateur de 10 millions, nous on peut regarder ça aussi sur notre téléphone de 5 000 ou bien de 10 000. Ça aussi, c'est vraiment pratique, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment soulageant. Parce que si on disait telle vidéo ou telle vidéo, c'est pour seulement les gens qui ont des téléphones les téléphones de 200 000. Ça allait être compliqué quand même. Mais la règle est telle que, ou bien la norme est telle que, si j'ai le téléphone Android, alors n'importe laquelle des vidéos, moi je peux la regarder, si j'ai la connexion bien sûr. Vous voyez, non? Donc la règle nous met, ou les normes nous mettent quelque part au même pied d'égalité.
nous mettent quelque part sur une même longueur d'onde. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment soulageant, c'est vraiment pratique. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Normalement, l'introduction, on doit s'arrêter là. Parce que nous sommes en train de comprendre qu'avec ces exemples pratiques de la vie quotidienne, on comprend que les règles, la norme, elle est importante. Bon, dernier élément. Les jouets pour bébé n'ont jamais d'angle. Oui, les jouets de bébé n'ont jamais d'angle pointu. Normalement, bon, ça aussi, ça dépend quand même. Parce qu'un jouet de bébé, normalement, on ne doit pas le fabriquer pointu. Le bébé, il va se piquer avec. Le bébé, il va se blesser. Donc, il y a des règles qui sont imposées sur, on va dire, dans certains secteurs d'activité. Ces mêmes règles sont également posées ou appliquées sur certains produits ou certains services. Et c'est ça. On va voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la norme. Bien, maintenant les produits alimentaires. Demandez à l'assistant IA. Bon, je vois que quelqu'un pose une question, mais je ne sais pas s'il demande qu'on parle à l'assistant. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais en même temps que nous faisons le cours, il y a le service technique et puis il y a aussi le secrétariat général qui nous suit. Donc, si vous avez des préoccupations qui sont telles que vous ne suivez pas bien le cours, alors vous pouvez même entrer en contact directement avec le service informatique ou bien le service technique qui va pouvoir vous mettre en réseau. Bien, donc le dernier élément, les produits alimentaires préemballés, importés, que vous consommez sont frais et sûrs. Donc, on peut pas faire venir un produit, par exemple du lait. On ne peut pas prendre le lait et puis aller dans un autre pays si ce lait-là n'est pas conservé dans de bonnes conditions. Donc, il y a des règles, il y a des normes. On va vous dire bien, le lait doit être conservé à telle température pendant tel nombre de jours ou bien pendant tel nombre d'heures. Donc ça aussi, c'est les normes qui définissent toutes ces règles. En gros, on va s'arrêter là pour l'introduction. C'est juste une introduction générale, mais c'est dit que les normes ou la notion de norme est plus qu'importante. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir. La norme est plus qu'importante. Maintenant qu'on a compris que la norme ou les normes nous servent ou bien les normes sont importantes, bien, donc tout de suite, si je ramène la question, pourquoi des normes? Dans le contexte mondial actuel, on ne peut pas faire les choses sans parler de normes. Bien, aujourd'hui, le monde, on va même dire que le monde est un vaste marché communautaire avec des entreprises multimédia ou multinationales et en état de concurrence féroce. Donc, en un mot, la qualité, c'est un élément, la qualité là, c'est un élément régulateur qui est vraiment important. Voilà. Parce que si on ne régulait pas les choses, on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Si on n'imposait pas des normes, on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Donc, en un mot, la qualité, c'est un élément régulateur qui est très important, qui est très indispensable. Bien, la qualité ou la gestion qualité, ou même si vous voulez, management qualité, parce que ici, nous sommes venus étudier l'audit qualité. Nous sommes venus parler de qualité. Voilà, nous sommes venus parler de qualité. Donc, audit qualité, mais selon une norme précise, parce qu'on ne peut pas l'appliquer à toutes les normes. Voilà, si on veut étudier toutes les normes, on ne va pas s'en sortir. Voilà, selon le domaine d'activité, selon le besoin du moment, on s'intéresse à une norme précise. Voilà, c'est comme ça. Donc, gestion qualité ou management de la qualité défini est réglementé par des règles auxquelles se réfère tout jugement. Donc, tout jugement, on va dire les jugements, tout jugement de valeur. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ces règles, c'est-à-dire l'ensemble de ces règles, donc ces règles-là constituent la norme. Donc, on va dire la norme là, c'est un ensemble de règles. Voilà, c'est un ensemble de règles codifiées dans un document. C'est-à-dire un ensemble de règles qui sont donc consignées dans un document. Et ce document-là va constituer donc le référentiel. Ça va constituer le référentiel.
Donc, c'est un ensemble de règles, si vous voulez. Bien. Donc, toutes ces règles-là sont codifiées dans un document. Bien. Et publiées par un organisme qu'on appelle organisme de normalisation. Donc, on les met ensemble, toutes ces règles, dans un document qu'on va appeler référentiel. Ne vous en faites pas, on va définir même clairement, donner une définition claire à la norme. Bien. Donc, ce référentiel-là, ou ce document, est publié par un organisme de normalisation. Les organismes de normalisation aussi, vous les connaissez, même en Côte d'Ivoire, on a Codinorm, Côte d'Ivoire normalisation. C'est-à-dire, pour qu'un produit soit consommable ou bien consommé, ou bien un produit soit mis sur le marché de Côte d'Ivoire, nous sommes en qualité, qualité, hygiène et sécurité environnement. Voilà. Et puis bon, un peu agroalimentaire. Voilà. Sinon, quand un produit doit être consommé en Côte d'Ivoire, il y a donc des normes qui sont appliquées à ce produit. Donc, on va dire quoi? En tant qu'ensemble de règles, on a dit tout à l'heure, la norme là, c'est un ensemble de règles. Dans tout ce qu'on a dit au niveau de l'introduction, on retient simplement que la norme, c'est un ensemble de règles pour le moment. Donc, étant qu'ensemble de règles de conduite qui s'imposent à un groupe social, oui, à un groupe social, si c'est les gens, les utilisateurs de banque, alors ça s'applique aux utilisateurs de banque. Les normes touchent à tous les domaines des communautés de vie. Ça, je pense que c'est une phrase qui est importante, c'est une phrase qui est capitale. On nous dit que les normes là, ça touche tous les domaines dans toutes les communautés de vie. Donc, il y a les normes en économie, il y a les normes en sciences biologiques, il y a des normes en sciences médicales, il y a des normes un peu partout dans tous les secteurs d'activité. Il y a des normes qui sont appliquées. Donc, l'organisation, les produits et les services en matière de santé, d'économie, agriculture et autres. Donc, dans tous les domaines, que ce soit domaine santé, économie, agriculture, vous avez vu que j'ai mis etc. On ne peut pas citer, on ne peut pas finir de les citer, mais on peut s'arrêter sur ces deux domaines ou bien ces trois domaines pour dire que les normes existent effectivement dans tous les domaines d'activité. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Et jusque-là, quand on a fini notre introduction, on peut retenir que les normes là, c'est un ensemble de règles. Mais on va donner une définition appropriée, une définition selon la norme aussi. Donc, on va donner une définition claire et nette de la norme. Donc, nous sommes toujours dans la généralité. J'ai dit que c'est la science d'introduction. Pour ceux qui nous prennent en marche, normalement, on fera cette généralité et puis on va pouvoir s'arrêter. Mais comme notre chapitre ou notre module porte sur la norme ou audit qualité selon la norme 19011 version 2018, alors en ce moment-là, on va pouvoir introduire cette norme-là avant de nous quitter aujourd'hui. De sorte que les prochains jours, quand le secrétariat général va nous programmer pour poursuivre cette formation, alors on pourra rentrer dans le contenu ou dans le cours qui porte sur l'audit qualité selon la norme 19011. Bien. Donc, définition de la norme. On l'a dit tout à l'heure, c'est un ensemble de règles. On peut s'arrêter là, c'est bon. Mais on va apporter un peu plus de précision. Donc, la norme, une norme est le résultat d'un consensus élaboré par un processus dit de normalisation. Aha. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, la norme, c'est un résultat d'un consensus qui est élaboré par un processus dit de normalisation. Maintenant, ici, c'est l'établissement de documents qui définissent des exigences. Oui, des exigences. Un exemple banal, si la norme dit de m'arrêter quand le feu est rouge, je m'arrête quand le feu est rouge. Si la norme dit de me mettre en mouvement quand le feu est vert, c'est quand le feu est vert que je me mets en mouvement. Donc, ici, c'est l'établissement de documents qui définissent
des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser pour assurer l'aptitude à l'emploi de matériaux, produits, processus et services. Donc, une norme, c'est un document qui est approuvé par un organisme de normalisation. Les organismes de normalisation, je viens de donner un exemple tout à l'heure, pour nous en Côte d'Ivoire ici, Codinorm. Mais il y a bien d'autres. Et dans le cours, on va citer d'autres organismes de normalisation. Même ISO dont on parle, même AFNOR dont on parle, et bien d'autres, on va les citer. Bien, une norme, c'est un document approuvé par un organisme de normalisation. Ça, moi, je pense que cette définition-là, nous tous, on peut la garder. Donc, c'est un document dont on va retenir que la norme, là, tout à l'heure, on a dit c'est un ensemble de règles consignées dans un document. Donc, c'est un document aussi. C'est un document, c'est vrai. Donc, la norme est la preuve. Vous aviez la version papier de la norme dans votre main. Tout le monde a ça sur son ordinateur, tout le monde a ça dans sa main. Donc, c'est un document, c'est vrai. Donc, une norme est un document approuvé par un organisme de normalisation. Ça, c'est vrai. Maintenant, quelles sont les applications? Quels sont les différents rôles de la norme? Tout à l'heure, en donnant quelques exemples de la vie courante, on a vu, on a compris l'importance de la norme. Donc, à partir de ces exemples de la vie courante-là, on peut attribuer des applications à la norme. Ou si vous voulez, des attributs, si vous voulez. Sinon, des applications à la norme. Donc, la norme permet de faire quoi exactement? La norme joue quel rôle exactement? Partant des différentes observations que nous avions faites tout à l'heure, relativement à la carte bancaire, relativement au tableau de bord, relativement aux conditions de fabrication ou bien de production de certains, on va dire quoi, de certains produits. Voilà, de certains produits. Il y a des règles qui sont appliquées. Même dans la construction, il y a des règles qui sont appliquées. Bien. Donc, on va dire que la norme, premièrement, et ce n'est pas toutes les applications de la norme qui est là, ou qui sont là. C'est un ensemble, ou du moins, c'est quelques applications. Voilà. On ne va pas dire que la norme, selon les exemples quotidiens de la vie et selon les domaines, il y a plusieurs rôles. La norme a plusieurs rôles. Donc ici, la norme permet de définir un langage commun entre les acteurs économiques. Ça, Dieu merci, il y a un de nos exemples là qui est en lien avec ça. Il y a un de nos exemples qui est en lien direct avec ça. Donc, définir un langage commun entre les acteurs économiques. C'est parce qu'il existe un langage commun entre les acteurs économiques de la Côte d'Ivoire et les acteurs économiques du Burkina Faso que tu peux quitter en Côte d'Ivoire ici avec ta carte bancaire que tu as ouverte à MCA ou bien la générale de Côte d'Ivoire et puis tu arrives à la générale de Burkina, tu prends l'argent. Mais allons plus loin même. Au Ghana, allons au Ghana. Si on arrive au Ghana, toi, le Ghana, eux, ils consomment, leur monnaie, c'est Cedi. Chez nous, ici, c'est franc CFA. Donc, ta même carte bancaire de NCA ou bien de la générale, quand tu arrives au Ghana, si c'est Visa ou bien Mastercard, tu l'introduis dans une banque de Ghana, les Cedi vont sortir. Donc, c'est parce qu'il y a un langage commun entre les acteurs économiques. C'est la même chose. Moi, je disais récemment, en vacances, là, je faisais une formation. J'ai dit, mais quand j'arrive à Montréal ou bien à Laval, au Canada, ma même carte de Adjamé ici, là, je mets dans leur banque là-bas, comme c'est Visa, et puis dollar sort, je l'utilise. C'est parce qu'il y a un langage commun entre les acteurs économiques, entre les acteurs bancaires. C'est ce qui facilite. Nous, on ne sait pas. Leur langage, là, ça, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux, acteurs économiques. Nous, on ne sait pas c'est quelle application, ou bien c'est quel logiciel, ou bien c'est quoi ils mettent sur la carte qui fait que quand j'arrive au Mali, je peux prendre l'argent à la banque, et puis j'arrive en Côte d'Ivoire, je peux prendre l'argent à la banque. Ça, si tu es économiste, les écoles, parce que ici, je rappelle qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs auditeurs qui sont avec nous, il y a des gens qui sont à la banque. Donc, c'est des gens, eux, ils comprennent. Nous, on n'est pas spécialistes de la banque, nous, on peut ne pas comprendre. Mais parmi les auditeurs, il y en a qui savent clairement comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Bon, nous, on peut ne pas comprendre parce que nous, on est au laboratoire. Voilà. Nous, on n'est pas au trésor. Eux, ils sont au trésor, ils savent comment la chose fonctionne. Bien, donc,
premier élément, c'est que la norme permet donc de définir un langage commun entre les acteurs économiques. Mais on ne s'arrête pas là. La norme va permettre de définir également le niveau de qualité. Là, en ce moment-là, on vient vers nous, les gens de labo. Donc, ça va permettre de définir le niveau de qualité. Le niveau de qualité. Chez nous, au laboratoire, nous, on parlera de qualité satisfaisante, qualité non satisfaisante. Même, on parlera même d'aliments ou bien de produits corrompus en fonction de la qualité qu'on a définie ou bien qu'on a détectée. Ça va permettre aussi de définir le niveau de sécurité. Oui, ça va permettre de définir le niveau de sécurité. Si tu rentres, bon, il y en a parmi nous qui sont dans l'armée. Actuellement, où nous faisons la formation, il y en a qui sont ici à Global Numérique. Global Numérique a formé plusieurs acteurs. Des gens de la CIE, les gens de Sodeci, les gens de l'armée, les gens de banques, les gens des universités. En tout cas, allez-y sur la plateforme de Global Numérique University. Vous-même, vous verrez. Vous verrez le nombre d'auditeurs, le nombre de personnes que l'université a formées. Et ces personnes-là, ce n'est pas seulement des gens qui sont sortis de notre... Généralement, ce n'est pas des gens qui sortent de l'université directement. Il y a des gens qui sont dans la vie active. Donc, eux, par exemple, ils maîtrisent, ils pratiquent les normes-là au quotidien. C'est-à-dire c'est leur travail. Et ils savent comment ça fonctionne. Et ces personnes-là ont fait des formations, ont été diplômés même de Global Numérique University. Donc, définir la norme définit le niveau de qualité, de sécurité et de moindre impact. Et bon, on peut même définir aussi la qualité au niveau des denrées alimentaires. Bon, bref, c'est quelques exemples que je donne au niveau des produits, services et pratiques. Bien, la norme aussi facilite les échanges commerciaux. Oh oui, oui, on est d'accord. On est tous d'accord que la norme va faciliter les échanges commerciaux au niveau national comme international. Oui, ça c'est clair. Hier, j'étais avec des collaborateurs d'un ministère là qui disaient que il y a une enquête, un audit. Voilà, comme nous sommes en train de faire l'audit, donc il y a eu un audit récemment qui a épinglé, qui a mis, comment on dit ça? Oui, qui a épinglé des acteurs de la filière cacao-café. Des gens qui ont détourné l'argent, qui ont détourné le produit cacao-café de la Côte d'Ivoire. Bon, ça, nous, on ne sait pas grand chose, mais actuellement, la chose est entre les mains de la justice. Donc, la justice va faire la lumière. Quand on a fait l'audit, on fait la lumière sur un certain nombre de choses. Donc, comme nous sommes en train de faire audit, je pense que c'est le moment opportun d'en parler. Donc, du coup, s'il n'y avait pas eu d'audit, alors on n'allait jamais comprendre que nous, par exemple, aujourd'hui, on a eu la chance d'entendre à la télévision, d'entendre à la radio que, bon, voilà, il y a un souci au niveau de la filière café-cacao. Voilà. C'est grâce à ces audits-là. Donc, aujourd'hui, nous comprenons aisément que l'audit qualité est un élément important pour les différents secteurs d'activité. Bien. Donc, ça va permettre, la norme va permettre également de faciliter les échanges commerciaux au niveau international et au niveau national. Ça, on l'a dit. Maintenant, faciliter les échanges, elle est de caractère volontaire. C'est ça là. Souvent, quand tu dis, bon, c'est comme ça. Souvent, quand eux-mêmes ils voient ça dans la norme, quand les gens, il y a des gens, quand ils voient que la norme est de caractère volontaire dans les normes elles-mêmes, les gens ne sont pas contents. Ils disent non, pourquoi on rend la norme volontaire? On devrait imposer. Oui, il y a des pays, il y a des secteurs d'activité, il y a des domaines dans lesquels on impose la norme. Mais de façon générale, on n'oblige pas quelqu'un à être certifié ISO tant ou bien à être accrédité tant. Non, il n'y a pas de la loi ne condamne pas les gens. Si toi-même tu vois les avantages liés à la certification ou bien liés à l'accréditation et que tu souhaites être certifié, alors tu certifies ton entreprise. Voilà. C'est en fonction des avantages qu'on prend l'engagement de faire la certification. Mais pour l'heure, il n'y a pas d'obligation.
Mais il arrive au moment, il arrive à certaines, il arrive le plus souvent que certaines structures, avant de te donner un projet, avant de valider ta demande hein, d'obtention d'un projet, ou quand ils soumettent les projets, ou ils publient les projets, si vous voulez, ils demandent forcément les structures qui sont certifiées. Ce n'est pas fait de la publicité, hein. C'est pas fait de la publicité, mais le BNet, par exemple, quand le BNet lance un appel d'offres, mais eux, ils sont exigeants sur la question de certification. Si tu n'as pas de certificat, si tu n'es pas certifié, par exemple, à 14 000, hein, si tu n'es pas certifié quelque chose d'environnement, alors en ce moment-là, ils ne peuvent pas te donner leur projet. Ce n'est pas possible. Bien. Donc, on va résumer. Dans le résumé, on va simplement dire que la norme permet un langage, comme on l'a dit, commun entre les acteurs économiques. On a donné beaucoup d'exemples. La norme permet de définir le niveau de qualité, de sécurité. On a dit ça aussi. La norme facilite les échanges commerciaux au niveau national comme international. On a dit aussi que la norme est à caractère volontaire. Même si, dans certaines circonstances précises, on oblige des gens ou bien on oblige des structures à être certifiées. Bon, peut-être qu'avec les différentes réglementations, avec les décisions au niveau des pays, bon, un peu plus tard, les choses seront donc obligatoires. Mais pour l'heure, les normes ne sont pas à caractère obligatoire, mais à caractère volontaire. Bien, donc en gros, on va retenir que la norme, c'est un document approuvé par un organisme de normalisation. Donc la norme, c'est un document. Donc la norme, c'est un document. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Bien. Donc bon, un peu de littérature. Étymologiquement, norma est un terme latin qui désigne la règle ou l'équerre. Donc norma, c'est un mot latin qui désigne la règle ou l'équerre. La règle, on l'utilise pour faire quoi? L'équerre, on l'utilise pour faire quoi? Donc, la règle ou l'équerre, c'est l'état habituel. C'est ce qui est conforme, ou du moins la norme, c'est ce qui est conforme à la règle établie. Donc la norme, c'est l'état habituel, c'est ce qui est normal. Voilà, la norme, c'est ce qui est normal, ce qui est juste, ce qui est conforme à la loi, qui est conforme à la réglementation ou bien qui est conforme à la règle qu'on s'est définie, qui est conforme à la constitution qu'on s'est définie. C'est ça la norme. Nous-mêmes, on décide de quelque chose, ce qui est conforme à cela est appelé norme. Donc, critère, c'est un critère ou un principe auquel se réfère tout jugement de valeur. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là. Ça dit, c'est un principe auquel se réfère tout jugement de valeur. Tout ce qui est valeur là, tout ce qui est bon là, c'est lié à la norme. Donc, norme là, c'est ça qui est bon. Norme là, c'est ça, c'est ce qui est bon. Donc, à tout jugement de valeur, tout jugement moral, tout jugement éthique. Donc, la règle, on va dire la règle, fixe le type d'un objet à fabriquer. Donc, la règle fixe le type d'un objet. Tout à l'heure, dans l'introduction, on a dit que pour les jouets d'enfants, on ne doit pas les fabriquer de façon pointue. Ça, c'est clair. Un jouet d'enfant, on ne va pas fabriquer ça de façon pointue. Si tu fabriques un jouet d'enfant de façon pointue, ça va blesser l'enfant. On ne peut pas donner un couteau à un bébé. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut même pas donner une fourchette à un bébé. Bien. Donc, fixe le type d'objet fabriqué, les conditions, pour nous qui sommes au labo, les conditions, les techniques de production, par exemple. Bon, toute la journée d'aujourd'hui, c'est un exemple banal, je donne. C'est un exemple banal, je donne. Toute la journée d'aujourd'hui, moi, j'ai fait une technique de biologie moléculaire qu'on appelle
le clonage. Voilà. Donc, ce que j'ai fait au labo, bon, c'est une sorte de PCR aussi, pour des gens qui ne sont pas dans le domaine, de PCR, mais qui va me permettre donc d'avoir, si vous voulez, un vecteur ou un plasmide recombinant, et puis l'insérer au sein d'une bactérie, qui va donc multiplier l'insert ou le gène d'intérêt. Oh, bref. Tout ça, c'est gros mots pour des gens qui ne sont pas dans le domaine. J'ai un gène qui est d'intérêt, qui est important pour moi. Peut-être que c'est un gène qui lutte contre Corona. Peut-être que c'est un gène qui lutte contre la sécheresse. Peut-être que c'est un gène qui donne enfant. Vous voyez, non? Donc, ce gène-là, moi, je vais le multiplier. Pour le multiplier, on dit qu'il faut le mettre dans un élément, dans un vecteur. Donc, je le mets dans un élément qu'on appelle plasmide ou bien vecteur. Quand je l'ai mis dedans, comme je vais le multiplier, soit je le mets, le clonage se fait in vivo, donc dans un organisme vivant. Je l'ai mis dans le vecteur, je le place maintenant dans un organisme vivant. Donc, l'organisme, un peu comme l'insémination artificielle. On prend gamètes de madame, gamètes de monsieur, on les fusionne, on peut placer ça à une cellule réceptrice, c'est-à-dire une mère porteuse. On choisit une mère. Si monsieur et madame n'ont pas le temps, ils veulent avoir un enfant à partir de leurs gamètes. Ils donnent les gamètes. On prend gamètes de monsieur et gamètes de madame. On choisit, eux-mêmes, ils choisissent quelqu'un là-bas, une femme. Et puis, on s'en va, on fait l'insémination artificielle. On plante ça. En Côte d'Ivoire, ici, ça se fait. À l'hôpital, mais enfant tout près, ici, ça se fait. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, mais c'est un ensemble de techniques selon une norme. C'est un ensemble de techniques selon une norme. Donc, il y a des normes qui disent que pour faire l'insémination artificielle, voilà comment il faut s'y prendre. Et c'est comme ça on s'y prend. Si tu n'as pas respecté la norme, ça ne va pas marcher. Tu n'as pas respecté la règle, ça ne va pas marcher. Tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. Bien. Ça, je parle en termes de laboratoire. Mais ici, là, ce n'est pas tout le monde qui fait laboratoire. Il y en a qui sont dans cette affaire de cacao-café. Donc, ils veulent comprendre comment les audits se passent. C'est ça. OK. Il y en a aussi qui sont en économie. Il y en a qui sont dans d'autres structures qui veulent comprendre beaucoup de choses. Bien. Donc, importance des normes. On va voir l'importance. Est-ce que des normes, on a vu leur rôle tout à l'heure. Bien. On ne peut pas parler de normes sans parler des institutions qui en assurent la reconnaissance. Tout à l'heure, on a parlé d'organismes de normalisation. Donc, on ne peut pas parler de normes sans parler des organismes qui produisent les normes. Ça, ce n'est pas possible. Tu vas parler d'enfant de quelqu'un sans parler de ses parents. Si ses parents n'ont pas existé, l'enfant ne peut pas exister. Donc, on ne peut pas parler de normes sans parler d'organismes qui assurent la reconnaissance. Des organismes nationaux et internationaux. Dans les organismes qui assurent la reconnaissance, là, il y a des organismes nationaux et puis il y a des organismes internationaux. Tout à l'heure, j'ai cité Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation. Ah oui, ça, c'est pour nous, c'est propre à la Côte d'Ivoire. Donc, on peut parler de ça. Ainsi, chaque pays a son organisme national de normalisation. Oui, chaque pays a son organisme national de normalisation. Codinorm, voilà Codinorm ici, Codinorm ici. Côte d'Ivoire Normalisation. Et puis, il y a plein d'autres encore. Par exemple, AFNOR. Tout ce qui est là, si vous mettez sur Internet, vous allez voir les différentes définitions. Ce n'est pas tout, je connais par cœur. Et au niveau sous-régional et international, donc au niveau sous-régional et international, on parle ISO. Nous sommes en train d'étudier ISO. Voici ISO ici. Donc, ISO est une norme internationale. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a des normes nationales, des normes internationales. Il y a des normes même régionales. Tu arrives dans nos régions, en Côte d'Ivoire, quand on prend Côte d'Ivoire là, tu arrives en Côte d'Ivoire là, il y a des normes. Tu vas au nord, ils ont des normes. Tu vas au sud, ils ont des normes. Tu vas à l'est, ils ont des normes. Donc, les normes, c'est normes. Bien. Donc, l'organisation ou l'Organisation internationale de normalisation, ISO là, ça veut dire Organisation internationale de normalisation. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est ISO là, c'est en anglais. International Standard Organization. Donc, ça, c'est en anglais. Mais en français, ça fait Organisation internationale, l'Organisation internationale de normalisation. A comme membre
les organismes nationaux de normalisation, les organismes internationaux, Codex Alimentarius, gouvernemental et non participent aux travaux de l'ISO. Donc, ça veut dire quoi? ISO a donc comme membres des nationaux et des internationaux. Quand tu prends ISO là, il y a des Ivoiriens qui siègent. Il y a des Ivoiriens dedans. Il y a aussi des internationaux dedans. C'est comme ça. Mais les travaux de l'élaboration des normes internationales sont confiés à des comités techniques. Oui. Si c'est pour élaborer les normes internationales, il y a partout même pour élaborer les normes, les lois. C'est un comité, ce n'est pas tout le pays qui décide de la norme. Non, il y a un comité restreint qui décide et puis on ventile. Donc, sont confiés à des comités techniques, des comités techniques, des TC, selon le domaine. Donc, l'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale. Bien. Dans le cas général, on va dire dans le cas général, ah d'accord, on allait un peu vite. Bien, donc dans le cas général, un fabricant ou un prestataire de service n'est pas obligé de suivre une norme. Ça, on l'a déjà dit. On dit la norme est à caractère volontaire. Ça dit, ce n'est pas obligatoire. Donc, de façon générale, un fabricant, il n'est pas obligé de suivre la norme. Il n'est pas obligé d'être certifié. Voilà. Mais il y a la réglementation qui est là. Il y a les lois du pays qui sont là. Si on te dit de ne pas verser déchets toxiques, tu as dit, bon, comme moi, je ne suis pas certifié, ils ont 14 000 à moi, je vais verser. Non, mais le pays va t'arrêter. Bien. Elles peuvent cependant être imposées par un donneur d'ordre pour la réalisation d'un contrat. Ça aussi, j'ai déjà donné un exemple. Ça dit, un porteur de projet peut dire, pour te donner mon projet, il faut être certifié. J'ai parlé de comment on appelle ça, de Bennett tout à l'heure. Pour qu'on te donne un projet, le Bennett va te dire, on veut voir ton certificat. On veut voir que tu es efficace, tu peux construire la route. On veut voir que tu es efficace, tu peux construire le marché. On veut voir que, ainsi de suite. Bien. Donc, c'est comme ça que, généralement, les choses se passent. Bien. Donc, ISO, OK. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a des domaines pour lesquels la norme devient exigeante. Bien. Dans certains cas, le droit peut imposer l'utilisation d'une norme industrielle. Vous avez vu, on dit dans certains cas. Par exemple, normes pour les installations électriques. Il y a des pays, les installations électriques là, puisqu'on sait que ça crée incendie, on impose des normes. Par exemple aussi, les jouets pour enfants, c'est-à-dire les industries, les structures qui fabriquent les jouets pour enfants. Tout à l'heure, on a dit que les jouets pour enfants, ça ne doit pas être pointu. Donc, si tu ne respectes pas cette norme, ça ne marche pas. Les appareils à pression. Un appareil à pression, pour fabriquer cet appareil, il faut respecter des normes. Donc, on a dit bien, dans certains cas, dans certains pays, cette norme est imposée aux gens. Ça, on l'a déjà dit. Bien. Donc, la norme, on va dire la norme, dernier élément. Bien. Donc, la norme peut être à échelle nationale ou bien la norme peut être à échelle internationale. Ça aussi, on l'a déjà dit. Ça peut être à l'échelle régionale même. Voilà. Donc, on va voir maintenant les types de normes, c'est-à-dire les familles de normes. Bien, pour ceux qui nous prennent en marche, voici comment le cours ou la formation, le module est structuré. Nous faisons donc un module qui porte sur l'audit qualité selon la norme ISO 19011 version 2018. Bien, donc il s'agit d'une norme. Mais on ne peut pas prendre de façon isolée. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a dit, on ne peut pas parler de normes sans même parler des organismes qui assurent la reconnaissance, les organismes de normalisation.
Donc, je ne peux pas venir parler de normes si je n'ai pas parlé des organismes qui assurent la reconnaissance. J'ai même dit aussi que je ne peux pas parler d'enfant de quelqu'un sans parler de ses parents ou bien sans connaître ses parents. Ça, c'est correct, quoi. Bien. Donc, je ne peux pas venir isoler la norme 19011, parler que de 19011. Et 19011, même ses qualités. Audit. Donc, du coup, vous allez voir que dans le cours, on va même se faire référence aux normes de qualité. La 19001, par exemple. On parlera des autres normes de qualité. Donc, le cours est articulé de sorte à faire une généralité sur toutes les normes. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, c'est une généralité sur toutes les normes que nous sommes en train de faire. Après cette généralité, alors, on va situer notre norme à étudier dans un groupe de normes, dans une famille de normes. Je ne sais pas si ceux qui nous prennent en marche suivent un peu la démarche. Si on sait que notre norme est dans une telle famille ou bien dans un tel groupe de normes, alors on va l'isoler maintenant pour l'étudier. On sait que c'est cette famille de normes-là que nous sommes en train d'étudier ou bien c'est ce groupe de normes-là que nous sommes en train d'étudier. Donc, les types de normes. Les normes internationales garantissent des produits et services sûrs. Quand on dit c'est international, là, c'est sûr. Fiable et de bonne qualité dans les échanges entre les États. Pour les entreprises, elles sont des outils, on parle des normes internationales, pour ceux qui nous prennent en marche. Elles sont des outils stratégiques permettant d'abaisser les coûts en réduisant les déchets. Oui! Ça dit, ça abaisse les coûts des entrants en réduisant la production de déchets et les erreurs tout en améliorant la productivité. Waouh! Moi, j'ai envie de crier waouh! Donc, la norme là, ça permet d'avoir une bonne productivité en minimisant les erreurs, en réduisant même les déchets. Parce que les déchets là, si je dois m'occuper des déchets, ça va me revenir cher. Si je fais beaucoup d'erreurs dans la manipulation, je vais rater le produit fini. Si j'achète cher les entrants ou bien la matière première, alors tout cela aura donc une incidence sur le produit fini. Mais on me dit la norme va apaiser tout cela. La norme va apaiser le coût, réduire les déchets, réduire les erreurs. Mais à la fin, j'ai une amélioration de la productivité. Donc la norme va faire en sorte que je gagne de la valeur ajoutée. La norme va faire en sorte que j'obtienne de la valeur ajoutée. La norme va faire en sorte que mes chiffres d'affaires accroissent. Je pense que ça, c'est une bonne chose. La norme aide les entreprises à accéder à de nouveaux marchés en bon. Donc, en plus de l'accroissement de la productivité, ça va aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés. Quand on accède à de nouveaux marchés, c'est évidemment que la productivité monte. L'autre chose, la norme établit des règles du jeu équitable pour les pays en voie de développement. Waouh! Donc, la norme va permettre, oui, c'est vrai, la norme va permettre à mon pays qui est en voie de développement de se comparer aux grands pays. Vous voyez, non? Et facilite le libre échange et le commerce équitable. Donc, la norme aussi va permettre de faciliter le libre échange. La norme va permettre que je puisse quitter la Côte d'Ivoire, aller au Ghana, aller à Lomé, Togo, Bénin, Cotonou, sans problème. Ça, c'est bon. On dit même que ça facilite le commerce équitable dans le monde. On distingue 4 types ou bien 4 familles de normes. 4 types de normes. Oui, on distingue 4 types de normes. Donc, le premier type ou la première famille, il s'agit donc des normes de fondement, des normes de fondement ou bien normes fondamentales.
Voici les normes, la famille de normes fondamentales. On dit cette famille-là, elle donne les règles en matière de terminologie, c'est-à-dire en matière de définition des mots. Donc, c'est une norme qui donne si vous voulez, des définitions au thème. Donc, donne des règles en matière de terminologie. On ne définit pas les mots, on ne définit pas les symboles, on ne définit pas les signes comme ça, comme on veut. Un seul exemple, il s'agit de la norme internationale ISO 31 qui définit les grandeurs et les unités. Et puis bien d'autres normes encore. Donc, première famille, normes de fondement ou bien normes fondamentales. Et puis, il y a aussi les normes de spécification. Il y a les normes de spécification. Elles indiquent, on dit ces normes indiquent les caractéristiques, les seuils de performance d'un produit. Oui, les limites de performance d'un produit ou d'un service. Donc, voici un peu les normes de spécification. Maintenant, en plus de ces normes de spécification, il y a aussi les normes d'analyse et d'essai. Bon, généralement, nous qui sommes au laboratoire, c'est ces groupes de normes-là que nous utilisons. Donc, il y a les normes d'analyse et d'essai. Elles indiquent les caractéristiques, les performances. Bon, oui. Donc, ici, on va dire que cette norme, la norme d'essai et d'analyse, indique les méthodes et les moyens pour la réalisation d'un essai. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Pour la réalisation d'un essai sur un produit. Donc, on a pas mal de normes. La 15189, la 17025. On a toutes ces normes-là. Maintenant, le dernier groupe de normes, ou la dernière famille de normes, il s'agit donc de la norme d'organisation. Donc, le dernier type ou la dernière famille, c'est la norme, les normes d'organisation. Donc, on dit ce type-là, ou ce type ou bien cette famille de normes décrit les fonctions et les relations organisationnelles à l'intérieur, on va dire, d'une entité. Donc, quand on parle de la norme ISO 9001, système de management de la qualité, donc c'est une norme d'organisation. On peut parler aussi de la norme environnementale, la 14001, système de management de l'environnement, et bien d'autres normes, même la 45001, système de management de la santé et de la sécurité au travail. Toutes ces normes-là, bon, Dieu merci, dans sa politique managériale, le directeur de Global Numeric University a permis que toutes ces normes-là soient donc étudiées à Global Numeric University. Et puis la dernière norme, il s'agit de la 19011, qui est la ligne directrice pour l'audit des systèmes de management. Vous voyez un peu dans quel type ou dans quelle famille notre norme se situe. Donc, on a pu situer notre norme dans une famille de normes. On a vu l'importance des normes, on a vu les différents types de normes. En ce moment-là, je peux isoler ma norme maintenant et puis essayer de l'étudier. Voilà. Donc, conclusion sur la généralité des normes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On a dit que c'est un document qui est approuvé, un document qui est approuvé par un consensus de normalisation. Ça, on a dit ça. Maintenant, conclusion, qu'est-ce que je peux retenir? Bon, une norme est le résultat d'un consensus élaboré par un processus dit de normalisation. Ça, on a tous retenu ça. On a compris. C'est l'établissement de documents qui définissent des règles ou bien des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, produits, processus
et services. Donc, voici en gros ce qu'on peut retenir sur cette généralité sur les normes. Maintenant, bon, pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que demain ou ce soir même, on va mettre à disposition ce cours au secrétariat. On va donner ce cours au secrétariat général de l'université qui va pouvoir vous mettre en copie ou demain, ou je ne sais pas, demain soir, on va vous donner ça. Bien, donc maintenant on peut parler du chapitre 2. On a dit le chapitre 1 portait donc sur... Bon, c'est vrai, on pourrait s'arrêter là, mais comme on est un peu environ une trentaine de minutes, bon, on ne va pas pouvoir prendre une grande pause parce que, bon, on avait perdu déjà même au niveau technique une dizaine, une quinzaine de minutes. Donc, sinon, normalement, pour un cours de 2h30, bon, on a droit à des petites pauses quand même, mais on va laisser tomber la pause. Nos pauses, là, on pourra donc prendre les pauses dans les heures dans les jours à venir. Bien, donc chapitre 2, la norme ISO 19000, ou si vous voulez, audit qualité selon la norme ISO 19011 version 2018. Bien, je rappelle encore, où j'ai déjà dit, pour ceux qui ont la norme, vous pouvez partager la norme sur votre plateforme pour que tout le monde ait accès à la norme. Donc, c'est le contenu, c'est le même contenu de la norme là qu'on va balayer, qu'on va expliquer, qu'on va voir ensemble. Donc, si vous l'aviez, vous partagez sur la plateforme, les gens ont. Maintenant, c'est vrai, comme ici, c'est une formation, donc on donne un peu plus, on éclate un peu la formation. Sinon, la norme, c'est combien de pages? Un petit nombre de pages. Bon, c'est ça. Mais comme c'est une formation, on met d'autres éléments encore dedans pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre la norme. Bien. Donc, je vais agrandir un peu l'écran. Voilà. Pour que les gens puissent mieux voir et me suivre. Bien. Donc, ici aussi, comme nous commençons la norme elle-même, bon, on fera une petite introduction de 2 à 3 paragraphes avant d'aborder les applications, les domaines d'application de la norme, voire peut-être aussi les approches définitionnelles. Tout à l'heure, j'ai commencé par dire que dans tout domaine, il y a donc une approche définitionnelle, il y a des éléments, des expressions, un langage que le domaine utilise. C'est comme ça, dans tous les domaines. Tu arrives en médecine, on a un langage qu'on utilise. Tu arrives en pharmacie, il y a un langage. Tu arrives en microbiologie, il y a en tout cas, partout où tu passes, il y a un langage. Bien. Donc, dans l'évolution, on verra aussi les différentes versions de la norme 19011 version 2018. Donc, depuis la deuxième édition du présent document, a été publié en 2011, on va dire, plusieurs nouvelles normes sur les systèmes de management ont été publiées. Un grand nombre d'entre elles ayant une structure commune, des exigences de base identiques et des thèmes et définitions de base communs. De ce fait, il est nécessaire d'envisager une approche plus globale de l'audit. Ici, on va parler d'audit. Audit, c'est quoi? Les différents types d'audit. Pourquoi audit? C'est ça qu'il est question. Quel est le rapport entre audit et qualité? C'est ça, on va voir. Donc, il est nécessaire d'envisager une approche plus globale de l'audit, des systèmes de management et de fournir des lignes directrices plus générales. Les résultats d'audit peuvent vous fournir des éléments d'entrée. Oui, les résultats d'audit peuvent effectivement fournir des éléments d'entrée pour l'aspect analytique de la planification des activités et peuvent contribuer à l'identification des besoins et des activités d'amélioration. Ça, c'est la norme. Vous aviez la norme. Ce que j'ai dit, ce n'est pas nouveau. C'est ça qui est dans la norme.
Bien. Donc, un audit peut être réalisé par rapport à une série de critères d'audit. Donc, pour réaliser un audit, il y a des critères. Donc, c'est une série de critères d'audit. Séparément ou en combinaison, comprenant sans toutefois s'y limiter. Donc, il y a plusieurs critères, si vous voulez, pour pouvoir donc réaliser un audit. Entre autres, on peut citer entre autres les exigences définies dans une ou plusieurs normes du système de management. Donc, on peut tenir compte des exigences d'une ou plusieurs normes qui sont donc contenues dans le système de management. Les politiques et les exigences spécifiées par les parties intéressées pertinentes. OK, parties intéressées, bon, ceux qui ont fait déjà les autres normes, vous avez vu les parties intéressées. Parties intéressées, on a les parties intéressées d'une entreprise, on a les parties intéressées internes et les parties intéressées externes. Quand on parle d'interne, on a le personnel, les acteurs qui sont au sein de l'entreprise. Mais externe, on a les acteurs, on a les parties intéressées qui viennent du dehors. Les fournisseurs, par exemple, les ONG, le gouvernement, les actionnaires, ce sont les parties intéressées externes. Les exigences légales et réglementaires, oui, sont aussi des critères auxquels on doit se conformer pour faire l'audit. Si la réglementation dit que c'est comme ça on fait, donc du coup, quand on va faire l'audit, on doit tenir compte de cette réglementation. Un ou plusieurs processus de système de management définis par l'organisme ou d'autres parties. Donc, le plan de système de management se rapportant à la fourniture d'éléments de sortie spécifiques d'un système de management. Par exemple, le plan qualité, le plan de projet. Bien, donc tout ce qu'on va retenir dans cette partie introductive, on va dire la présente norme fournit aux organismes de toute taille et de tout type, ça c'est important. Les gens pensent que comme j'ai une petite entreprise ou bien j'ai une petite structure, ma structure ne peut pas faire objet d'audit. Non, ça c'est pas vrai. La norme dit en noir sur blanc qu'elle fournit aux organismes de toute taille et de tout type. L'entreprise est petite, l'entreprise est de grande taille. La norme fournit tout ce qu'il faut comme ligne directrice pour les audits de cette entreprise, y compris ceux réalisés par de grandes équipes d'audit. Généralement dans les grands organismes et ceux réalisés par des audits uniques dans de grands ou petits organismes. Il convient selon le cas d'adapter ces lignes directrices au champ, c'est-à-dire à l'espace, à la complexité et à l'échelle du programme d'audit. Donc, on doit être conforme au programme d'audit. La présente norme se concentre sur les audits internes de première partie. Donc, cette norme-là se concentre sur les audits internes de première partie et des audits réalisés par des organismes auprès de leurs prestataires externes et d'autres parties intéressées externes de seconde partie. Le présent document, je suis là pour ceux qui nous prennent en marche, le présent document peut être également utile pour les audits externes réalisés à d'autres fins que la certification par tierce partie d'un système de management ISO. Bien, tout ça c'est pour dire quoi?
c'est pour dire que cette présente norme s'intéresse aussi bien à l'audit qu'on appelle audit interne et aussi à l'audit final. Mais avant l'audit final, là, ça dit l'audit en vue de la certification. Mais il y a l'audit interne. Il y a l'audit en vue de la certification. Mais il y a aussi l'audit à blanc. Il ne faudrait pas confondre. Il ne faudrait pas confondre. L'audit interne, bon, on va voir comme on est en introduction, on va voir ça dans le déroulé. L'audit interne, là, bon, c'est une adaptation normale de qualité, d'amélioration du système de qualité de l'entreprise qui est mise en place par l'entreprise elle-même. Donc, les observations, les analyses sont faites au sein de l'entreprise. C'est les parties internes là, les membres de l'entreprise qui font leur audit interne entre eux pour voir si tout marche bien. Mais à côté, il y a l'audit en vue de la certification. Je veux avoir un certificat ou bien je veux être certifié ISO tant, ou bien accrédité tant. En ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'audit pour être en vue de la certification. Mais avant, entre l'audit interne et l'audit qui précède la certification, il y a ce qu'on appelle l'audit à blanc. Où il y en a qui disent que l'audit interne est l'audit à blanc. Non, l'audit à blanc, c'est l'audit qui se fait, on va dire, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça dit une période juste avant l'audit final. L'audit final, c'est l'examen final. L'audit. Donc, l'audit à blanc. Et puis, il y a l'audit interne et l'audit en vue de la certification. Bien. Donc, ici, tout ce qu'on va retenir. L'objet de ce cours est de comprendre l'audit des systèmes de management à travers la norme ISO 19011 version 2018. Donc, ici, bon, voici quelques types d'audits. Ça y est même dans la norme. Ça y est dans la norme. Donc, différents types d'audits. Audit de première partie. Audit de première partie. Donc, on parlera d'audit interne. Ça, c'est entre vous là-bas. C'est entre vous. Vous faites ça. Ça, c'est de façon interne. Mais c'est en vue d'une amélioration continue. On ne fait pas audit parce que ça nous fait plaisir de faire l'audit. Et puis, il y a l'audit de seconde partie. Ça, ce n'est pas l'audit de la certification. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc ça, on peut dire c'est l'audit à blanc. Donc, l'audit des prestataires externes. C'est vrai aussi, bon, les gens qui disent que c'est interne aussi, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais en tout cas, il y a l'interne et puis il y a l'audit de seconde partie. Donc, audit des prestataires externes. Ça dit, moi, j'ai mon entreprise. Les membres de mon entreprise et moi, ou bien nous avions fait notre audit interne. Mais en plus de notre audit interne, on dit, alors on va contacter une entreprise sœur, ou bien une entreprise, si vous voulez, frère, une autre entreprise. Ça veut dire que les gens qui vont venir nous évaluer là viennent du dehors. Mais ce n'est pas pour la certification, c'est toujours un test d'amélioration continue. Donc, ils viennent du dehors pour nous évaluer. Nous-mêmes, on s'est évalué, on s'est auto-évalué ici. On a fini. On pense qu'on est bon. On appelle quelqu'un d'autre pour dire, toi aussi, viens voir si on est vraiment bon. Mais c'est quelqu'un-là, il ne faut pas aller lui souffler les choses. Donc, audit des prestataires externes. Audit d'autres parties intéressées externes. Donc j'ai tout dit. Donc, c'est l'audit d'autres parties intéressées externes, d'une entreprise sœur externe qui vient m'évaluer pour voir si tout va bien. Maintenant, audit de tierces parties.
Donc, audit en vue d'une certification ou d'une accréditation. Ça, c'est l'audit pour faire la certification. Bon, il y en a qui vont dire audit final, audit de certification, audit en vue de faire la certification. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est comme ça que les choses sont structurées, dans la norme. Si tu fais autre chose, tu es hors norme. Donc, audit en vue d'une certification ou d'une accréditation. Bon, demain, on pourra encore revenir là-dessus puisque c'est notre chapitre de base. Bien, audit à des fins légales, réglementaires et similaires. Donc, voici en gros les trois types ou les trois familles d'audits. Je dis en gros, il y a des gens qui peuvent créer d'autres audits à côté, mais de façon générale, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour simplifier la lisibilité du présent document, c'est-à-dire de la norme singulière de système de management est préférable. Donc, on peut donc appliquer ou adapter cette mise en œuvre. Ok, mon directeur. Bon, merci bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça marche bien. Bien, donc la forme régulière, si vous voulez, la forme régulière du système de management est donc, il est donc préférable que le lecteur ou les lecteurs peuvent donc s'adapter à cette mise de la direction à sa propre situation particulière. Cela s'implique également à l'utilisation personnelle des auditeurs. Donc, la présente norme est destinée à une large gamme d'utilisateurs potentiels. Juste dit quoi? La norme n'est pas figée à un organisme ou bien à un domaine particulier. La présente norme est destinée à une large gamme d'utilisateurs potentiels parmi lesquels les auditeurs, des organismes mettant en œuvre des systèmes de management et des organismes devant réaliser des audits de systèmes de management dans un cadre contractuel ou réglementaire. Les utilisateurs de la norme peuvent cependant appliquer des lignes directrices pour développer leurs propres exigences en matière d'audit. Ça veut dire quoi exactement? C'est vrai, c'est une norme. Nous donne la norme, on dit bien que la norme nous donne des directives. Des directives. Un exemple banal, un exemple terre à terre, Je suis à un feu dans la circulation, un feu rouge. Le feu rouge, la loi ou la norme me dit de m'arrêter. Ça, c'est la ligne directrice que la norme me donne. La norme me dit de m'arrêter. Je m'arrête. Mais la norme ne spécifie pas, la norme ne dit pas, il faut t'arrêter obligatoirement au feu rouge à gauche, ou bien à droite, ou bien à 20 degrés, ou bien à 50 degrés, ou bien à 60 degrés. La norme ne dit pas ça. La norme dit de s'arrêter au feu rouge. Donc, c'est aux entreprises maintenant de développer leurs propres exigences. Voici ça ici. Voilà, appliquer ces lignes directrices pour développer leurs propres exigences en matière d'audit. Donc, tu sais qu'au feu rouge, tu dois t'arrêter. Mais vous, c'est un exemple banal que je donne. Votre entreprise peut décider qu'on s'arrête au feu rouge. Effectivement, arrêter au feu rouge, mais à gauche, ou bien à droite, ou bien en haut, ou bien en bas. Donc, on développe des exigences propres. Les lignes directrices fournies dans la norme peuvent également être utilisées à des fins d'autodéclaration. Vous voyez? Et peuvent, par ailleurs, se révéler utiles aux organismes chargés de la certification du personnel ou de la formation d'auditeurs.
les lignes directrices fournissent dans la norme se veulent flexibles. Oui, les lignes directrices se veulent flexibles. Ça, c'est compréhensif par tout le monde. Ça dit, les lignes directrices là se veulent flexibles. Les entreprises peuvent manipuler, c'est-à-dire peuvent développer leurs propres exigences. On dit au feu rouge, on s'arrête. Mais on ne dit pas si on s'arrête, on éteint le moteur, ou bien si on s'arrête, le moteur en marche. En ce moment-là, on respecte la norme, on s'arrête. Mais éteindre le moteur en marche, ça, nous-mêmes, on peut développer nos propres exigences. Peut-être que quand le moteur est éteint, il n'y a pas de consommation de carburant. Donc, nous, on ne veut pas gaspiller le carburant. Donc, notre entreprise dit que c'est vrai, au feu rouge, la norme dit de s'arrêter. Mais quand tu t'arrêtes, il faut éteindre, il faut arrêter le moteur. C'est simplement ce qu'on veut dire. Bien. Donc, se veulent flexibles. Comme indiqué à différentes reprises dans le test, l'utilisation de ces lignes directrices peut varier selon la taille et le niveau de maturité du système de management de l'organisme. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, selon la maturité et la taille, les choses peuvent évoluer. Ça, c'est vraiment très juste. Il convient également de prendre en considération la nature, la complexité de l'organisme à auditer, ainsi que les objectifs et les champs des audits à réaliser. Oui, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc, la présente norme est destinée ou adopte le principe d'audit combiné lorsque deux ou plusieurs systèmes de management de disciplines différentes sont audités ensemble. Le principe et les processus d'audit sont identiques à ceux applicables à un audit combiné, parfois appelé audit intégré. Voilà, donc vous allez entendre parler de audit combiné ou bien audit intégré. Lorsque le système défini ou lorsque les systèmes définis sont intégrés dans un système de management unique, la norme fournit des lignes directrices, on répète encore, c'est des lignes directrices que la norme fournit sur le management d'un programme d'audit. La planification, c'est-à-dire sur le programme d'audit, la planification, la réalisation d'audit de système de management, ainsi que sur la compétence et l'évaluation d'un auditeur et d'une équipe d'audit. Donc tout ça, la norme va fournir des informations sur le programme, sur la planification, sur la réalisation d'audit, mais aussi sur la compétence de l'organisme qui va venir auditer. Oui, est-ce que l'organisme là est capable? Est-ce que l'organisme là est prêt? Ou bien est-ce que l'auditeur est prêt? Ou sur l'ensemble de l'équipe qui va venir donc auditer. Donc voici en gros ce qu'on peut retenir comme conclusion partielle, introduction, si vous voulez, partielle sur la norme. Donc le domaine d'application. Le domaine d'application. Ça, on a déjà dit, vous allez dire, mais on a déjà dit ça là-bas. On a déjà dit ça en haut, tout type d'entreprise. La norme est destinée à fournir des lignes directrices sur l'audit des systèmes de management, comprenant les principes de l'audit, on a dit vraiment, le management d'un programme d'audit, la réalisation d'audit de système. Elle donne également les lignes directrices sur l'évolution ou l'évaluation de la compétence des personnes impliquées dans le processus d'audit. On a dit aussi, tout de suite même, ces activités concernent le ou bien les responsables du management du programme d'audit, des auditeurs et les équipes d'audit. Il est applicable à tout organisme, donc domaine d'application, à tout organisme ou à tous les organismes qui doivent planifier et réaliser des audits internes. Oui. Hey, chers collègues.
Comment je vais bien? C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Tu parles juste à toi-même. Bien, donc ne quittez pas. Je communique avec un collaborateur. OK. Bien. Donc, le présent document peut, en principe, s'appliquer à d'autres types d'audits, à condition toutefois d'accorder une attention toute particulière aux compétences spécifiques requises. Bon. Donc, je pense que la norme peut, ou bien l'audit peut s'appliquer à toute entreprise. Voilà. C'est pas affaire de nous, on est petits ou bien nous, c'est comme ça. Donc, les références normatives. Bon, on verra, on va dire quoi? Les différentes versions de la norme, mais retenez que le présent document ou la norme ne contient pas de référence normative. Voilà. Les thèmes de définition. Bon, normalement, on va s'arrêter sur ça. On va définir 2 ou 3 mots, 3 thèmes. Et puis, on va s'arrêter. Demain, on va poursuivre avec les thèmes de définition. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure à l'entame, au début de ce cours, que, évidemment, dans tout secteur d'activité, il y a des expressions, il y a des mots qui sont propres au domaine. Donc, les thèmes de définition. Donc, voici quelques thèmes de définition qui sont donc appliqués à la norme. Donc, on va voir le premier thème de définition. Le premier thème, bon, évidemment, c'est l'audit qu'on va définir, puisqu'on parle de audit qualité selon la norme ISO 9011, version 2018. Donc, l'audit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'audit? Si vous voulez même, on va mettre même définition de l'audit. L'audit, c'est quoi? Définition de l'audit. Donc, on va voir la définition de l'audit. Donc, on va voir la définition de l'audit. Bien. Donc, on va voir. On a dit que l'audit, c'est un processus méthodique. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un processus méthodique, indépendant. Ah, c'est indépendant vraiment. Impartial même. Donc, un processus méthodique indépendant est documenté, permettant d'obtenir des preuves objectives et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaisants ou bien sont satisfaits. Donc, c'est un processus méthodique, indépendant et documenté. On écrit le rapport, là, on écrit. Et l'audit permet d'obtenir des preuves. Bon, chez nous à Abidjan, ici, on va dire les preuves que tu as volées, ou bien les preuves que tu n'as pas volées, ou bien les preuves que toi, là, tu es juste. Voilà. Les preuves, voilà, qui montrent que tu es blanchi. Donc, on fait les preuves. Et puis, les preuves objectives. Bien. Donc, des preuves satisfaisantes. Donc, c'est un processus méthodique, indépendant et documenté qui permet d'obtenir des preuves sur un fait, mais des preuves, des vraies preuves, si vous voulez, objectives. Bon, il y a plusieurs définitions. Quand je mets note 1, bon, là, dans la norme même, c'est comme ça. Note 1, note 2, ce sont les définitions. Donc, les audits internes, parfois appelés audits de première partie. Ah, on a vu ça, on a résumé dans un tableau. C'est ça. Donc, audit interne, parfois appelé audit de première partie, sont réalisés par ou pour le compte de l'organisme lui-même. On a dit interne, c'est l'organisme lui-même. Lui-même, il fait ça. C'est lui-même. Il s'auto-évalue.
lui-même, là, il dit, ah, vraiment, nous, on pense qu'on est bon maintenant. Hein. Nous, on pense qu'on est prêt. Voilà. Quand on fait l'audit interne, par exemple, lors de la CAN, le comité d'organisation a fait plusieurs audits internes avant même de passer à d'autres types d'audits. Est-ce que le terrain, il est prêt? Est-ce que le terrain, là, on peut jouer ballon, il n'y a pas de problème? Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Mais il faut qu'on apporte des preuves objectives que quand on est sur le terrain, la chaleur ne va pas nous faire fuir. Ou bien la pluie ne va pas nous faire fuir. C'est ça. Donc, audit interne réalisé pour soi-même ou bien réalisé pour lui-même. La note 2. Les audits externes comprennent les audits appelés généralement audits de seconde et de tierce partie. Donc, ça, ce sont des audits externes. Les audits de seconde partie sont réalisés par des parties ayant un intérêt à l'égard de l'organisme. On a dit que c'est organisme, comme les clients ou d'autres personnes agissant en leur nom. Les audits de tierces parties sont réalisés par l'organisme d'audit indépendant, tels que ceux qui octroient l'enregistrement ou la certification de conformité. Donc, l'audit de tierces parties, c'est-à-dire l'audit en vue de la certification. Là. Quand on fait, on te donne le certificat. C'est la norme qui dit ça. C'est vrai, c'est la norme. C'est la norme qui a dit ça. Bien. Maintenant, audit combiné. Bon, on va finir avec l'audit combiné. Comme demain, on va revenir sur ces éléments-là, on va s'arrêter sur l'audit combiné. Et puis demain, on va poursuivre pour mieux comprendre. Donc, audit combiné. Réalisé simultanément auprès d'un seul audit. Ouais, merci, chers collaborateurs. Donc, allez, à demain. Donc, réalisé auprès d'un seul audité par deux organismes d'audit ou plus. Ah non, c'est combiné d'abord, ce n'est pas conjoint, on est en train de faire. Donc, audit combiné, audit réalisé simultanément auprès d'un seul audité sur deux systèmes de management ou plus. La note numéro 1 ou bien la définition numéro 1, lorsque deux ou plusieurs systèmes de management spécifiques à une discipline sont intégrés dans un seul système de management. On parle de système de management intégré. Voilà. Bien. Après ça, il y a d'autres audits. Donc, chers collaborateurs, on n'a pas pu faire de pause aujourd'hui. On a dépassé, on va dire qu'on a dépassé l'heure. Maintenant, prochainement, on pourra donc prendre nos différentes pauses. Comme je l'ai dit, je vais actualiser les pages de garde du cours, tout et tout. Et puis, on va vous mettre en copie le cours lui-même. Et puis, bon, ceux qui n'ont pas la norme, on va pouvoir vous mettre à disposition la norme papier aussi. Voilà. Donc, chers collègues, chères collaboratrices et chers collaborateurs qui sont en ligne actuellement avec nous, ceux qui ne sont pas en ligne aussi, je rappelle que le cours, il est téléchargeable sur la plateforme de Global Numeric University. À tout moment, vous pouvez télécharger la vidéo, vous pouvez télécharger l'enregistrement, et puis bon, lorsque vous aurez le temps, vous allez pouvoir écouter. Bien, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais demain, on pourra donc fixer les modalités ou modes d'évaluation. Comment est-ce qu'on va composer? Est-ce que tout ce cours volumineux, on doit prendre notre sommeil pour bosser tous ces mots par cœur? Ou bien, il y a une méthode simple de bosser. Je vous assure qu'il y a une méthode simple de bosser. Ce cours volumineux, il ne s'agit pas d'aller vous casser la tête pour bosser tout ce cours. Ici, nous sommes entre nous professionnels. Voilà. À la fin du cours, on fera donc une séance de TD. Dans cette partie de séance de TD, on va corriger une moitié des questions de l'examen. Donc, ceux qui prendront part à cette correction, on va dire qu'ils auront déjà la moyenne avant d'aller à l'examen.
Maintenant, ceux qui, pour une raison professionnelle, n'ont pas pu prendre part au TD de la dernière séance, alors en ce moment-là, vous nous dites, vous nous donnez l'information que vous n'aviez pas pu prendre part. Et nous allons, ou je vais mettre le TD à la disposition du secrétariat général de l'université qui va pouvoir vous mettre en copie. Et dans ce même TD-là, c'est dans ça qu'on tire les questions de l'examen. Donc, vous voyez que même si vous n'avez pas pu prendre part pour une question professionnelle, au cours ou bien au TD, alors en ce moment-là, on va vous envoyer le TD de sorte que vous puissiez déjà traiter ça à la maison. Mais le jour de l'évaluation, je rappelle que les évaluations se font à Global Numérique en ligne. Donc, en ligne, quand vous avez bossé, vous arrivez, c'est du tic au tac. Et puis, vous répondez aux questions et ça disparaît. Mais tout ça, on va vous expliquer. Le secrétariat général, le service informatique vont faire des séances de simulation, des formations pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, n'ayez pas peur. Pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui veulent aussi venir s'inscrire à Global Numeric University, je pense que c'est l'opportunité parce que ici, c'est une équipe dynamique, c'est un ensemble d'enseignants des universités publiques, des universités internationales qui interviennent. Il y en a qui interviennent depuis l'extérieur du pays, ici à Global Numeric University. Donc, vous vous inscrivez. Et puis, bon, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, faites l'effort de vous inscrire pour que, voilà, on puisse suivre tous ces modules de formation que le directeur, dans son plan managérial, nous met à disposition. Donc, chers collaboratrices, chers collaborateurs, on n'a pas pu faire de pause. On va rattraper cette séance de pause sur les jours à venir. Je pense qu'on va pouvoir nous arrêter là. Si vous n'avez pas, vous avez des questions posées. Si vous n'avez pas de questions aussi, alors si vous avez des questions même plus tard demain, vous pouvez poser toutes ces questions. Et puis ensemble, comme il y a des experts parmi nous, des gens qui pratiquent au quotidien les normes, qui sont aussi connectés, ensemble, on va pouvoir donc répondre à toutes vos préoccupations. Donc, s'il y a quelque chose, je vous écoute. S'il n'y a rien, alors en ce moment, que le Seigneur garde chacune et chacun de vous. Et puis, on se verra donc pour demain.